Donc en fait, c'est pour ça que je vous fais aussi ce genre de vidéo. C'est que pour vous dire, en fait, sur le court terme, oui, ça fait pas plaisir, oui, ça fait peur. Mais j'ai fait un tweet dernièrement que je voulais vous montrer qui représente très bien ces propos-là. C'est de dire, votre objectif au crypto, c'est pas de faire un coup pour gagner de l'argent, c'est de rester solvable et être présent sur le marché suffisamment longtemps pour profiter de la hausse quand les autres reviendront, parce qu'à un moment donné, les autres reviendront. Je vais vous partager mon écran. Hop. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'ultra important. Normalement, vous devriez voir mon écran. Hop. En crypto, votre priorité, c'est pas de gagner, c'est de survivre assez longtemps pour être là quand tout le monde reviendra. C'est ça la réalité. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, quand les autres reviennent, il n'y a plus personne. Parce que la volatilité a été super importante, parce que les gens ont eu peur, parce qu'ils se sont dit c'est pas intéressant, etc., etc. Et c'est pour ça que, on l'a vu, Martin le disait tout à l'heure, on est revenu sur des niveaux de bear market en termes de vue, en termes de visibilité et tout, parce qu'en fait, la majorité des gens, quand ça baisse, ça les intéresse plus. Ça les intéresse plus. Et si vous êtes là aujourd'hui, justement, c'est que vous avez compris ça. Vous avez compris l'intérêt de toutes ces choses-là, l'intérêt de prendre du recul et tout, l'intérêt d'être là sur le long terme, parce que là, on se dit, si on avait imaginé un Bitcoin, je sais pas, à 100 000 balles, 16 ans ou 17 ans après l'avoir créé, vous auriez pris les gens, pour ceux qui auraient dit ça, comme un fou furieux. Vous auriez dit, c'est pas possible. D'accord. Pour autant, ça a été le cas. Avec zéro budget marketing, zéro budget communication, vraiment rien, rien qui aurait pu penser qu'on en serait là aujourd'hui. Et donc, avoir un Ether, peut-être dans les 10, 15, 20 prochaines années, un Ether à plusieurs dizaines, voire plus de 100 000 balles sur un Ether, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Je vous rappelle quand même que l'Ether, sur son premier cycle, et il faudra remettre à jour ce qu'on pense connaître, mais l'Ether, quand il s'est lancé, un Ether, enfin, euh, un Bitcoin, ça valait 200 balles à l'époque. Vous pouviez l'échanger lors de l'ICO. Un Bitcoin à 200 balles, ça vous donnait un ratio de 2000 Ethers lors de son ICO. Un Bitcoin, 2000 Ethers. Au moment où c'est listé, ça a été listé à 30 centimes. Ensuite, il y a eu une baisse. Il y a eu une baisse qui est descendue à 15 centimes, je crois, sur Kraken. Et ensuite, en 1 an et demi, 2 ans, on est passé de 15 centimes à 1400 dollars. Ensuite, on est passé de 1400 dollars à 70 balles. De 70 balles, on est monté à 4900 dollars. De 4900 dollars, on est descendu à 700, 800 balles. Ensuite, on est remonté à 4000 là sur ce cycle et là, on est à 1600. Ça vous donne quand même une certaine idée de la volatilité. Et on parle de la deuxième plus grosse crypto. Hein. On ne parle pas des autres. C'est pour vous donner un ordre d'idée du niveau de volatilité. Et il y a autre chose que je voulais vous montrer, tant qu'on y est là sur la partie Ether, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de remarques par rapport à ça. J'ai fait tout un tweet dernièrement sur Twitter que je vous invite à lire, où je vous ai donné la liste de tous les FUD qu'on a pu obtenir et qu'on a eu sur l'Ether depuis sa création, d'accord. Entre 2016 là et 2015, sachant que l'Ether, je crois que c'est plus 2014. On va dire depuis 2016, 2015, 2025, le nombre de questionnements et de peurs qu'on a eu pour autant. On a eu des très belles perfs sur l'Ether depuis le début. Ce n'est pas le cas pour l'instant sur ce cycle, mais c'est pour vous donner, pour vous permettre de prendre des perspectives. Je veux dire, 2016, hack de la DAO, 3,6 millions d'Ether volés, drame du hard fork et de la scission entre Ether et Ethereum classique. Récit dépréciatif, l'Ethereum est nul, non sécurisé, un classique pour les détracteurs. Chute de prix de 20 dollars à 6 dollars. 2017, euphorie des ICO. Guerre des gaz, congestion du réseau. Escroquerie via les ICO sur Ethereum. Bug multisignature du portefeuille Parity, qui, je vous rappelle, le portefeuille Parity, c'est là où il y avait eu, justement, c'était un projet qui avait été lancé par Gavin Wood, qui aujourd'hui est le fondateur de Polkadot, d'accord, pour les anciens et qui était là sur ces périodes-là. Perte de 150 millions de dollars. Et là, pour le moment où il y a eu le hack, d'accord, où il y a eu la perte de 150 millions de dollars qui représentait énormément d'Ether, là, tout le monde disait, c'est bon, en fait, ils ont déjà fait un rollback de chain, ils ont fait un fork pour récupérer le hack de The DAO à l'époque. Ils vont faire la même chose pour Parity, pour Gavin Wood, qui faisait partie clairement des gros insiders d'Ethereum. Hein. Il n'y a clairement pas plus insiders sur Ethereum que Gavin Wood. Hein. D'accord, c'est celui qui a créé le langage Solidity, qui a fait partie vraiment de la fondation Ethereum au tout début. Enfin voilà, après il y a eu des disconvenus et des désaccords entre les différents partisans, y compris aussi avec Charles Hoskinson, qui a décidé de lancer son propre projet. Mais au départ, Gavin Wood, Charles Hoskinson et Vitalik faisaient partie de la même team. 2018,
Marché baissier, Ethereum passe de 1400 à 83, chute de 94%, liquidation des trésoreries des ICO. Il y avait plein de mèmes sur ETH va à zéro, omniprésent. FUD EOS, levée de 4 milliards de dollars sur Ether, puis tentative de le concurrencer. 2019, doute sur Ethereum 2.0, qualifié de projet irréalisable. Les tueurs d'Ethereum, Tron, EOS, Neo, etc. 2020, été de la DeFi, forte congestion du réseau, explosion des frais de gaz, attaque vampire sur SushiSwap contre Uniswap, ça aussi, beaucoup de gens ne l'ont pas connu. Montée des tueurs d'Ethereum, ADA, BSC, Sol, Avax, 2021, Mania des NFT, guerre des gaz excessive, frais de transaction dépassant les 500 balles. Moi, j'ai même payé plus que ça à l'époque, je m'en souviens. Récit ETH inutilisable parce que finalement, trop cher. Controverse autour de l'EIP 1559, le mécanisme de burn, hein, évidemment, qu'on connaît tous aujourd'hui. 2022, passage à la preuve d'enjeu, événement historique avec risque de défaillance, fork avec ETH Proof of Work, sanctions contre Tornado Cash, la SEC contre Gessler évoque encore le statut de titre financier sur ETH, l'essor des L2, Arbitrum, machin, les ZK roll-up et puis la fragmentation de l'Ether. 2023, compétition entre les roll-up, l'ETH en chef d'orchestre, retour de Solana, les récits des chaînes modulaires avec l'obsolescence d'ETH, Starknet, ZK Sync attirant l'attention des développeurs, les nouveaux pics de frais de gaz pendant qu'on a eu la saison des mêmes coins. 2024, discussion des ETF avec le staking d'ETH, FUD autour du restaking d'Eigenlayer, fragmentation des L2, remise en question du rôle de base d'Ethereum, attente de la version complète d'ETH 2.0. 2025, et là on y est, controverse autour de la mise à jour Pectra, FUD autour de la centralisation du staking avec l'EIP 7251, hack de Bybit, ça pareil, hack de Bybit, problème de CeFi, pas d'ETH, nouveau retour de Solana, controverse autour de la fondation Ethereum avec Vitalik qui a commencé à dire tout un tas de trucs. Malgré ça, aujourd'hui, malgré tous ces FUD et tout ce que je viens de vous dire, et je pourrais en rajouter d'autres, hein, d'accord, j'ai été concis quand même, hein, d'accord. Malgré tout, aujourd'hui, Ethereum, ça reste le roi des contrats intelligents, et il n'y en a pas une qui est capable d'avoir les mêmes métriques qu'on retrouve sur Ethereum. Est-ce que ça sera le cas dans les prochaines années? On verra. Mais si justement ce que vous vivez aujourd'hui en vous disant c'est la fin, c'est obsolète, c'est pas intéressant, il y a une baisse, on retrouve sur des niveaux aussi bas que ce qu'on a eu historiquement parlant, est-ce que justement ça crie pas l'opportunité? Je sais pas, je vous pose la question les gars, hein, est-ce que justement ça vous crie pas l'opportunité? Et là où tout le monde disait c'est génial, faut acheter Mantra, c'est super, ça pump, ça pump, ça pump, et d'autre côté on va dire Ethereum c'est de la merde, faut pas l'acheter. Chacun se fera sa propre idée, d'accord, hein, je suis pas en train de vous dire faut que vous achetiez. Évidemment vous êtes grand, vous faites ce que vous voulez. Mais des événements en fait de FUD sur des projets comme ça, c'est assez rare de voir des projets comme Bitcoin et Ether qui ont subi autant de FUD et qui pour autant sont encore là aujourd'hui et sont encore aussi hauts dans le market cap et dans les classements globaux. D'accord? C'est extrêmement rare. La plupart des projets qui ont un pouillème de ce genre de FUD sont pas là aujourd'hui, hein, d'accord? C'est hyper important de prendre ça en considération. Franco qui dit pour moi ETH doit trancher, je pense qu'il doit plutôt être du pétrole et une infrastructure pour l'écosystème crypto, la réserve de valeur c'est BTC. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui avec Ether, c'est qu'il essaye de tout faire à la fois. Il essaye de faire réserve de valeur, ultra sound money, de faire la compétition directement avec Bitcoin et tout. Et moi je pense qu'en fait, là où l'Ether a une très forte valeur ajoutée, c'est de se dire, eux ils vendent de l'espace de bloc, de l'espace de stockage. C'est-à-dire que derrière, il va y avoir des utilisateurs, il va y avoir des infrastructures, ils vont essayer d'unifier la partie DeFi, RWA, plein de choses, et de se dire en fait, on a des volumes qui sont super élevés, on a des transactions qui sont beaucoup plus rapides, avec une finalité on-chain qui va s'améliorer aussi avec la partie Pectra. Donc derrière, en fait, peut-être que le passage obligé, ça sera sur Ethereum, et que derrière, l'or Ether, ça sera peut-être pas la même tokenomics et l'or digital qu'on recherche comme sur la partie Bitcoin avec une tokenomics déflationniste et tout. Peut-être qu'on aura une inflation sur la partie Ether et peut-être que ça sera indispensable justement pour répondre à ces obligations. Et que l'intérêt sur la partie Ether, peut-être que leur atout de base, ça sera de dire nous, on vend de l'espace de stockage et de l'espace de bloc sur notre blockchain parce que c'est là où tout se passe, mais on va pas vendre un or digital, de l'ultrasound money et tout parce que c'est peut-être pas compatible. Là où tu as des entreprises qui pourraient être amenées à utiliser, à utiliser Ethereum, aujourd'hui ne le font pas parce qu'il y a aussi une prédictibilité sur les coûts. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour une entreprise de se dire je vais mettre toutes mes infrastructures de supply chain et tout. Il y a plein de, de euh, on va dire, d'outils et d'intérêt à utiliser la blockchain Ethereum
pas que sur la partie DeFi, RWA et tout, hein, il y a plein d'autres intérêts, pour les entreprises. Mais aujourd'hui, ce qui freine principalement les entreprises, c'est le côté non prédictibilité et que si on joue le rôle de réserve de valeur, c'est très compliqué pour une utilisation. Parce qu'en fait, réserve de valeur, si tu veux l'utiliser, si demain tes coûts en tant qu'entreprise, ils font x10, x15, x20 parce que les frais de gaz, ils ont énormément augmenté, pour une boîte, c'est impossible. Donc du coup, tu vas pas l'utiliser. Donc soit tu l'utilises en tant que réserve de valeur et du coup, tu l'utilises pas, tu fais juste du buy and hold comme ce que tu as sur Bitcoin, mais du coup, tu l'utilises pas pour les applications décentralisées. Soit tu l'utilises pour les applications décentralisées, mais auquel cas, tu peux pas te permettre d'avoir un truc qui augmente ses frais de gaz de manière aussi importante. Mais du coup, si les frais de gaz n'augmentent pas et que tu as plus de transactions et tout, est-ce que du coup, les performances sur le token ou sur le coin seront aussi importantes que ce qu'on peut avoir sur un token dit réserve de valeur? Du coup, c'est un vrai questionnement, d'accord, hein. Je suis en train de préparer justement, sur la partie, accompagnement, tout un coaching de groupe justement pour remettre à jour la partie sur Ether, avec toutes les dernières mises à jour et tout ce qui se passe. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est compliqué en fait de pouvoir tout faire en même temps et de se dire: «Tiens, je vais faire comme Bitcoin mais en mieux». En fait, on a déjà une réserve de valeur et je pense pas qu'on en ait besoin d'une autre aujourd'hui et surtout que si tu essayes de répondre aux 2, en fait, tu fais les 2 mal. Je pense que là, ils arrivent à un dilemme et on l'a vu même aussi avec la fondation Ethereum, en fait, ils ont, ils ont sorti, l'ancienne DG, de la fondation Ethereum, ils en ont remis, 2 autres à l'intérieur. Il y a eu plein de questionnements aussi en disant, «Il faut que ce soit un vote de la part de la communauté» et Vitalik, il a dit, «C'est pas une démocratie». Je veux dire, la fondation Ethereum, heu c'est moi qui la gère, d'accord? C'est moi qui vais déterminer, la personne que je vais mettre, en tête, de la partie, sur Ethereum et c'est pas à la communauté de décider quoi que ce soit. Donc évidemment, il y en a beaucoup qui ont dit: «Ouais, mais du coup Ethereum, c'est pas, décentralisé, il faut forquer, la fondation Ethereum», alors qu'en fait, c'est 2 choses différentes. Tu as Ethereum et tu as sa fondation, d'accord? La fondation, aujourd'hui, ne peut pas contrôler Ethereum, totalement. Il y a aussi des questions à se poser là-dessus. Tout comme la partie avec Adam Back, d'accord, Blockstream, peut pas contrôler Bitcoin. Par contre, ils ont une influence là-dessus. Et donc, c'est tout le questionnement de se dire, OK, comment ça peut se passer, quoi quand Vitalik commence à donner son avis en faisant des tweets un petit peu spicy, en disant vivement que le communisme revienne, etc. Évidemment, bah, que ça la fout mal pour ceux qui disent, putain, c'est ce mec-là qui est censé nous représenter. Quand on sait que le communisme a fait quand même des millions de morts autour du monde, bon, ça pose des questions. Mais voilà, en fait, c'est la question de la décentralisation et comprendre que ce qu'on a aujourd'hui sur Ethereum, c'est plutôt un problème structurel, je pense, de création de valeur. En fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce qu'ils veulent bien faire. Donc peut-être qu'on aura un pivot dans les prochaines années, on verra. Et surtout en termes d'organisation. Parce qu'en fait, il y a les investisseurs qui veulent faire de l'argent et beaucoup investissent sur Ether juste pour faire du buy and hold en se disant c'est bon, ça va pumper, je vais gagner des thunes. Et se disent tiens, si ça pumpe pas, c'est de la faute de Vitalik, c'est de la faute de sa fondation parce que il donne pas de l'argent à des projets, il donne pas des thunes à certaines innovations qu'il y a sur Ethereum, il donne pas des incentives et ils font pas de marketing pour permettre de faire pumper le prix de leur projet. Alors qu'en fait, c'est pas leur but. Le but de Vitalik et de ses équipes, c'est de faire du dev. C'est tout, hein. Ils font du dev. Ils ont une vision de se dire demain, on va créer la tentacule et la pieuvre qui va créer l'infrastructure décentralisée pour créer des applications décentralisées, le supercomputer des prochaines années. C'est tout. On veut créer un outil, on veut créer un projet qui va permettre à tout et à chacun de pouvoir participer à l'écosystème crypto et de pouvoir créer des applications décentralisées tout en permettant de participer à la et de profiter de l'aspect sécurité d'Ethereum. Mais c'est tout, il crée un outil. Après, les gens décident de l'utiliser ou non. Au final, on s'en fout. Et là où on a reproché énormément à Vitalik, et pour moi, c'est pas son rôle, c'est de dire à Vitalik en mode euh, pourquoi tu fais pas pumper le prix, pourquoi tu fais pas du marketing comme ce que fait par exemple Solana, etc. Et vu qu'on est quand même sur des conditions de marché qui sont compliquées, où beaucoup de gens sont dans des attentes et sur des attentes de gains court terme, bah ça, c'est pas en lien direct avec la vocation et ce que fait aujourd'hui Vitalik. Et ça, évidemment, ça a breaké. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire que l'Ether est mort? Je suis pas convaincu. Larios qui dit l'envolée du gold montre que le narratif actuel est le stockage
de valeur. Donc BTC plus stablecoin RWA, lui, n'est pas encore assez mature pour ce cycle. Non, mais clairement, RWA aujourd'hui, ça représente rien du tout, hein. La partie RWA, donc actifs traditionnels financiers, c'est des centaines de trillions dans les actifs traditionnels, finances traditionnelles. En crypto, aujourd'hui, si tu prends le build, donc build de BlackRock, c'est 2 milliards la dernière fois que j'avais regardé sur Ethereum. Alors, c'est bien plus que ce qu'on a à côté, d'accord, sur d'autres écosystèmes crypto. Mais je vais même pas dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est même pas une goutte d'eau. Ça représente vraiment rien du tout. Et aujourd'hui, c'est tellement peu développé que je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, les innovations sont elles commencent à apparaître, mais c'est trop jeune, c'est trop jeune. Par contre, dans les prochaines années, oui, ça sera un marché qui sera monumental et énorme et je pense qu'Ether pourra prendre une partie de cette, valeur-là et pas que. Parce que en fait, c'est là où les gens ne comprennent pas. C'est comme si demain je vous disais sur, sur, lors de l'innovation d'internet, par exemple. Quelle valeur vous mettez à internet? Au début, quand ça s'est lancé, c'est compliqué de pouvoir écrire des emails, fallait coder, les modems, ça puait la merde. Enfin, c'était hyper dur, en fait, de faire toutes ces choses-là. Et par la suite, il y a eu des marchés qui se sont créés, mais qui n'existaient pas avant. La vente en ligne, le streaming, bref. Et du coup, ça valait combien à l'époque? C'est-à-dire on pouvait pas imaginer, en fait, la création de richesse et de valeur qui aurait été fait par la suite, parce que c'est des marchés qui n'existaient pas. Tout comme ce qu'on voit aujourd'hui. La DeFi, les RWA, on a des idées parce que ça existe un peu en finance traditionnelle, mais dans la partie crypto, c'est un peu compliqué. Également aussi, la partie NFT, GameFi. On a des idées et puis certains proxys par rapport à ce qui existe dans le monde traditionnel, mais pareil, quelle valeur ça a et quelles seront les prochaines innovations qu'on aura là-dessus? La social fi aussi, pareil, on a pas mal parlé sur cette chaîne YouTube. Si demain on peut tokeniser une influence, par exemple, ça vaut combien ça? Si on a des tokens qui représentent l'influence, de certaines personnes. Si vous aviez pu investir, j'en sais rien, sur Michael Jackson, tokeniser Michael Jackson et investir heu, sur Michael Jackson avant qu'il soit connu, ça vaut combien ça? Et en fait, on aura peut-être des créations de richesse et de valeur plus tard, dont on n'a même pas, on peut même pas soupçonner aujourd'hui, tout simplement parce qu'on n'a pas cette vision-là à l'heure actuelle. Pour autant, il est tout à fait possible que l'Ether puisse capturer une partie, s'il est encore là dans les prochaines années, de ces nouvelles innovations, parce qu'aujourd'hui, ça reste une pieuvre. Il est en train de tester plein de trucs, des moments ça foire, des moments ça va bien, et c'est extrêmement dur ce qu'ils font. Bitcoin, ils font fait une chose bien. Voilà, réserve de valeur. On lui demande pas plus, hein. Après, on se dit, tiens, on veut essayer de faire des transactions, on fait du Lightning Network, mais le Lightning Network, ça représente rien. Je crois que l'année dernière, les volumes d'échanges qu'on a eu sur Bitcoin, c'est plusieurs trillions de dollars. Je crois que c'est 2 ou 3 trillions. Sur le Lightning Network, c'était 3,4 milliards. C'est rien du tout. On ne demande pas à Bitcoin d'être la currency pour acheter son café ou de devenir un moyen de paiement sur Clash of Clans, quoi. Je veux dire, même si demain on demande à Bitcoin de devenir la monnaie de paiement sur Clash of Clans, sur Clash Royale, ce que vous voulez, les frais de gaz, ils explosent. Ça serait impossible et incapable pour même pour cette crypto-là d'avoir des frais de gaz qui soient normaux dans ce truc-là. Et on l'a vu, hein, quand il y a eu les runes, les ERC, les BRC20, les ordinals et tout, on n'en entend plus parler aujourd'hui, hein. Les inscriptions et tout, ça fait exploser les frais. Mais parce qu'on ne demande pas ça à Bitcoin. Mais sur Ether, c'est un peu plus tendu, quoi. Pourquoi les news peuvent-elles être bonnes alors que structurellement, ça semble ne pas l'être? En fait, c'est toujours une question de sentiment de marché. Il faut toujours avoir la vision long terme. Est-ce que c'est mieux ou moins bien d'avoir, heu, des ETF spot sur des grosses cryptos? Moi, je pense que c'est mieux que, que moins bien parce que ça offre des passerelles et des ponts qu'on n'avait pas avant pour s'exposer directement à la crypto. C'est valable pour le Bitcoin, c'est valable pour l'Ether, c'est valable pour d'autres projets qui auront peut-être la partie ETF pour la suite. Mais pareil pour la partie gouvernement, entreprise qui achètent des bitcoins ou qui veulent se mettre en réserve stratégique certaines cryptos. Dans le Bhoutan, par exemple, ils n'ont pas mis que du bitcoin en réserve stratégique. Je crois qu'ils ont mis un peu d'Ether, ils ont mis du BNB, ils ont mis d'autres cryptos. Donc ça, en fait, sur le court terme, on peut s'interroger, ça aura peut-être pas l'effet escompté, mais sur le long terme, ça prouve quand même qu'on est encore vers une adoption croissante. C'est pour ça que je dis, c'est que la news, comme le halving, la news sur le court terme, en fait, les gens vont acheter par anticipation et au moment où il y a le halving, il y a même une baisse.
parce que ça a déjà été pricé. Tout comme l'élection de Trump. Là, on est en train de vivre le buy the rumor, sell the news. On avait plein d'achats par anticipation et au moment où Trump a été élu, bah, il y a eu des déceptions un peu, sur ce on avait surpricé, certaines news et au final, ça a rebaissé. D'accord? Ça a rebaissé et aujourd'hui, on revient sur un niveau à peu près d'équilibre. On verra. Et en fait, structurellement, c'est la partie macro aujourd'hui qui bloque. Le reste, je veux dire, le marché crypto, il évolue, hein. Il évolue, il y a des innovations, ça avance, il y a pas de problème. C'est pour ça que je dis qu'il faut toujours changer un peu son état d'esprit sur ce qu'on voit sur le court terme et de se dire: «OK, sur le court terme, une news va peut-être pas forcément avoir l'effet escompté, mais est-ce que sur le long terme, ça drive plus d'adoption? Est-ce que ça offre plus de crédibilité sur la partie crypto?» et cetera, et cetera. Et aujourd'hui, on est clairement là-dedans. En 2017, quand on entendait, parler de Bakkt, je sais pas si vous étiez là à l'époque, hein, nous on était là. C'est-à-dire, on entendait parler de Bakkt, on disait: «Les institutionnels vont venir et tout avec Bakkt», c'était des contrats futurs et tout. Heu, les gens se disaient: «Ça va être super, les instituts vont venir». On était très, très loin de l'adoption des instituts qu'on a aujourd'hui. Là, on a quand même des ETF spot, on a quand même des nations qui, décident de mettre en réserve stratégique des cryptos, enfin, des entreprises qui achètent, des cryptos, des entreprises privées, des business qui sont cotés, des entreprises qui sont cotées en bourse et tout. Enfin, c'est quand même assez fou ce qu'on est en train de voir. Et on en est qu'au tout début. Parce qu'il y a plein de pays dans le monde aujourd'hui, qui sont pas du tout en train de faire ça. Et je pense qu'à partir d'un moment donné, quand la 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 valeur, la l'apport de valeur sera capté par beaucoup de personnes, c'est-à-dire quand ils comprendront vraiment ce à quoi le bitcoin sert, ce à quoi la crypto pourrait être intéressante et cetera, ça va aller très, très vite, très, très fort. On l'a vu avec les ETF sur Bitcoin, hein. Quand il y a un FOMO, quand il y a un engouement sur quelque chose et que les parcelles sont là, ça augmente très, très vite. Ça augmente très, très vite. Et là, on parle de 35 milliards de puissance acheteuse avec 3 d'adoption sur Bitcoin. Donc imaginez demain, quand on passe, de 3 d'adoption à 50 d'adoption. Sur Bitcoin, évidemment, sur les alts, ça aura un impact, d'accord? Mais c'est ça, en fait, que je dis.